Ankama, c'est un groupe de création indépendant, qui est un groupe français, donc, qui œuvre dans différents domaines d'activité. Donc on crée à la fois des jeux vidéo, des bandes dessinées, des dessins animés, des web-séries. On est vraiment présent dans un large panel d'activités liées au divertissement. Ankama est surtout connu donc, pour ses jeux en ligne, dont le jeu Dofus. Donc c'est vrai qu'on a été connu comme ça. Enfin, Ankama, à la base, c'était une agence de communication interactive. Donc il y a eu un savoir-faire dans le web, notamment dans le Flash, qui est une technologie qui a été utilisée pour le jeu Dofus. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, on a eu le jeu vidéo qui est arrivé. Et d'autres domaines d'activité se sont développés grâce au succès du jeu Dofus. Donc sont arrivées l'édition, l'activité d'édition de magazines aussi, donc beaux livres, bande originale, voilà, tout est découlé de là en fait. C'est sûr qu'on est beaucoup dans le numérique, mais pas seulement. On a aussi des produits, donc des figurines, on a des jeux de plateau, on a des peluches, donc on est aussi dans le physique, dans le concret. Ankama, ça vient des noms, en fait, de la contraction des noms des 3 fondateurs, donc, qui sont Anthony Roux, Camille Schaeffer et Emmanuel Darras. Ils avaient envie, en fait, en tant que fans de jeux vidéo, de faire des jeux pour d'autres fans de jeux vidéo. Et donc pour ça, le problème, c'est qu'ils avaient besoin de fonds et d'argent. Donc ils ont commencé par une activité vraiment B2B, donc la création de chartes graphiques, de sites pour d'autres sociétés du Nord et même de toute la France. Et puis à côté de ça, ils ont déjà commencé à travailler sur leur premier jeu vidéo. Et quand ils ont été prêts, ils ont lancé donc, le jeu Dofus, qui avait un autre nom à l'époque, bien avant le lancement commercial. Mais Ankama, donc, ça a commencé dans un petit bureau de Roubaix. Donc là, ils étaient à 4 maximum, je pense. Et ensuite, ils sont allés dans une ruche d'entreprise, donc de Tourcoing, donc 1 an plus tard. Et c'est qu'en 2007 qu'ils ont vraiment arrivé ici, donc on était à peu près 80, pour voilà, continuer le développement des autres activités. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Dofus, c'est en effet un MMORPG, et derrière ce nom qui peut sembler un peu barbare, donc voilà, ça désigne un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'à la fois vous incarnez un personnage, donc ses relations avec les autres personnages, un métier, des combats, vous avez cet aspect-là, donc plus jeu de rôle, et massivement multijoueur parce que vous êtes connecté simultanément avec des milliers de joueurs, et donc en fait c'est ce qu'on appelle un monde persistant, c'est-à-dire que dès que vous êtes déconnecté, le monde continue à vivre. Quand vous avez une partie en ligne sur un jeu de tir, un jeu de voiture, vous n'avez pas tout ce système. En fait, dans les jeux en ligne massivement multijoueurs, vous avez souvent un système économique, même une vie dans le monde, qui est faite, qui est modelée par toutes les actions des joueurs et qui continue même si vous arrêtez le jeu en fait. Alors que quand vous faites une partie en ligne, vous avez une session dédiée et dès que la partie est finie, ça n'existe plus, c'est comme si vous voulez, un modèle que vous pouvez utiliser pour la partie, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va évoluer. Alors qu'en plus, dans les jeux en ligne massivement multijoueurs, la particularité, c'est que tant qu'ils marchent, on continue de les enrichir, on continue de développer du contenu. Et donc là, Dofus, depuis 10 ans, on ajoute de nouvelles îles, de nouvelles régions, de nouveaux monstres à combattre. En général, les jeux, même qui ont une partie multijoueur, il y a des ajouts de nouvelles cartes pour s'affronter, de nouvelles zones, mais c'est plus léger. Là, il y a vraiment, on ajoute même des nouvelles mécaniques de jeu, si vous voulez. Le développement du jeu, il est vraiment jamais fini tant qu'on veut l'exploiter commercialement. Dofus, à la base, c'est un jeu qui s'appelait Duel, qui était plutôt un jeu d'affrontement,
sur un seul décor, on va dire, pour vulgariser. Et petit à petit, ils ont fait évoluer la zone. Donc on a eu un village un peu débutant, les forêts autour, ça a été des continents, puis plusieurs continents. Et même maintenant, on a des îles, même des îles saisonnières, des îles qui vont apparaître que l'été ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très dense en termes de contenu et on fait des remises en question très régulièrement et on fait ce qu'on appelle des rééquilibrages à côté des ajouts de contenu. Donc c'est un travail monstrueux. On a régulièrement en joueurs actifs, tous les mois, on a 2,5 millions de joueurs qui se connectent au jeu. Donc c'est plus représentatif et c'est vraiment toute communauté confondue. L'essentiel de notre public est francophone. Je dis francophone parce que ça peut autant être des Canadiens, des Belges, des Marocains, voilà. Mais on a quand même la deuxième communauté la plus importante, c'est la communauté hispanophone. Donc avec une grosse présence en Amérique latine. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est un de nos objectifs, c'est de se développer encore dans ces pays-là. On a vraiment un attrait de ces pays-là pour que ce soit le dessin animé, le jeu. Après, tout n'est pas encore exporté. C'est sûr, on a des séries qui sont diffusées en Europe. On a des séries qui vont être certainement diffusées en Amérique latine aussi. Mais voilà, les bandes dessinées, par exemple, elles ne sont traduites que sur certains pays. On n'est pas encore partout, mais ça commence et ça évolue au fil des années. Alors Dofus, au début, il faut savoir qu'il a été connu par le bouche à oreille, donc c'est parti du Nord, il y avait une base de fans dans le Nord, peut-être aussi parce que les créateurs étaient de la région et allaient rencontrer les fans, mais même avant ça, donc, ils ont eu peut-être 100 connectés simultanés le soir, puis 1000, voilà, puis 10 000, et en fait ça les a encouragés à continuer. Donc, et c'est ces gens-là qui ont commencé à faire le bouche à oreille autour de Dofus. On a eu des ados, des jeunes adultes qui se sont passés le mot et qui sont venus se mettre sur le jeu. Avant même qu'il y ait, on va dire, peut-être la force de communication qu'on peut avoir aujourd'hui et le succès, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait connaître le jeu. On a été très proche de notre communauté, ce que d'autres jeux, notamment des jeux développés à l'étranger, ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'on était à la fois présent sur les forums, donc ils pouvaient parler avec différents membres de l'équipe. En français, il n'y avait pas la barrière de la langue, c'était pas centré sur la personne du community manager, si vous voulez, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Vous avez une équipe de développement, par exemple asiatique, et le community manager qui lui parle français, mais vous n'avez pas forcément accès directement à toute l'équipe. Là, oui. Et en dehors des forums, la deuxième étape, ça a été le deuxième aspect, c'est la rencontre, ce qu'on appelle IRL, in real life, avec les joueurs. Et donc, c'est sur des salons pour des dédicaces, par exemple au Furet du Nord, ou des salons plus jeux vidéo, des salons comme Japan Expo déjà à l'époque. Et voilà, c'est vraiment avoir créé des espaces de rencontre avec les fans. Et ça a vraiment participé énormément du succès du jeu. Il faut savoir aussi que, étant donné que ce n'est pas une simple adaptation du jeu au marché, comme ça pourrait être le cas avec un jeu asiatique, là, ils nous faisaient des retours sur le jeu, sur ce qu'ils appréciaient ou non, et ils pouvaient avoir un impact sur le jeu, sur le développement du jeu. C'est quelque chose quand même d'assez particulier, en fait, qu'on n'a pas forcément sur toutes les productions. En fait, sur le lancement de Dofus, sur ce qu'on avait fait sur le Japon, on avait de bons échos. C'est-à-dire qu'eux perçoivent bien sûr tout l'aspect francophone dans le design. Les Occidentaux voient l'aspect japonisant, enfin l'inspiration manga dans le design, mais eux le voient ça comme un hommage et comme quelque chose qu'on a redigéré avec des touches de franco-belge. Voilà, donc on avait eu un bon accueil là-dessus. Après, c'est vrai qu'ils ont plus de jeux stratégiques, tactiques, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, il faut voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc là, c'était avec Dofus. On va voir avec Wakfu, avec le deuxième jeu, ce que ça peut donner là-bas. On a l'ensemble des métiers sur nos secteurs d'activité. Donc côté jeux vidéo, des gens qui sont plus dans le graphisme ou dans le code ou dans les règles de jeu. Animation, ça peut être autant qu'un storyboarder qu'un compositeur, donc qui recompose toute l'image, ou des effets spéciaux. Voilà, on a vraiment tous les métiers sur nos secteurs d'activité. Les gens ne font pas forcément tout, mais eux-mêmes, ils ont une spécialité, mais on avait eu des gens qui étaient un peu spécialisés sur le background, donc sur la cohérence de l'univers. En fait, ce sont des gardiens de la cohérence de l'univers parce qu'on a un développement sur plusieurs médias, qu'on a aussi des gens externes à Ankama qui interviennent sur l'univers, comme si vous voulez, par exemple, quand on travaille avec un auteur de bande dessinée,
voilà, il va avoir une espèce de bible sur le personnage et il va pouvoir travailler à partir de là. On a aussi nos Bricol Boys qui nous font la déco pour les salons, qui font une déco qui est liée au jeu pour les salons. Donc, après, c'est vrai que voilà, du coup, on a des métiers un peu plus, on va dire, plus atypiques. Au niveau du recrutement, on a des gens qui viennent un peu de tous les pays. Donc des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent du Canada, et beaucoup d'hispanophones aussi. Et je pense qu'on a une réputation, en tout cas dans nos secteurs d'activité, dans nos milieux, donc pas que dans le jeu vidéo, qui fait qu'on a pu attirer des profils vraiment très intéressants, quoi. Je pense que c'est vraiment la créativité qui a dirigé une bonne partie des décisions qui ont été prises. Voilà, je ne dis pas que les décisions étaient irrationnelles, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec le cœur, avec l'envie, avec la passion. Et je pense qu'il y en a beaucoup à l'époque qui ne croyaient pas forcément en Ankama, même dans la région, je pense que même dans les professionnels, dans différents secteurs. Par exemple, la bande dessinée, le manga de Fous aujourd'hui, c'est un énorme succès en termes de bande dessinée. Et à l'époque, personne ne voulait l'éditer. Donc c'est pour ça que la maison d'édition Ankama est née à la base. C'est parce que personne ne croyait à ce format de manga français. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a assez peu de mangas à la française qui sont lancés, mais c'est quelque chose qu'on a dû lancer nous-mêmes parce que les gens ne voulaient pas nous suivre. C'est pas facile quand on a une assise dans le jeu vidéo, les chiffres ont été tels que les gens se sont dit bon, on s'était trompé, ça a fonctionné, mais dans les autres domaines, il a fallu un peu plus batailler. C'est une envie des fondateurs qui sont effectivement attachés à la région, qui se sont installés ici avec leur famille, qui ont proposé à des artistes et à des amis de venir s'installer et travailler ici, qui ont voulu créer un cadre de travail agréable, qui ont aussi participé voilà, à la création de l'association Sésame qui a ouvert une crèche dont voilà, les places sont à la fois pour les gens de la ville de Roubaix et les employés. Il y a d'autres projets encore qui étaient à l'étude pour développer, ne serait-ce pas forcément la région, mais le quartier. Il y a une implication avec Ankama, de la part d'Ankama avec la Pleine Image, toutes les autres sociétés alentours. Donc voilà, il y a une volonté en effet, même si on s'internationalise, de garder en tout cas le siège à Roubaix. Les ambitions, les objectifs, c'est vraiment l'internationalisation, de toucher de nouveaux territoires, d'avoir plus de parts, plus d'audience sur les territoires sur lesquels on sait qu'on a déjà du potentiel et déjà un public, déjà une communauté qui a commencé à se former. C'est de se donner les moyens et d'investir un peu plus sur ces territoires-là pour que ça prenne l'ampleur que ça a pu avoir en France. Après, en termes de création, donc on a donc le lancement du long métrage, on a encore d'autres projets, on aimerait lancer d'autres univers, notamment transmédia.